Bonjour les amoureux de la toile, où les projectionnistes illuminent nos vies d'images de films somptueux. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous impose le film, c'est vous qui l'avez choisi, le meilleur des films de guerre des années 50. D'après le sondage, vous êtes plus de 60% à avoir voté pour Le pont de la rivière Kwai. Imaginez un officier britannique qui met plus de passion à construire un pont pour l'ennemi que les Alliés n'en mettent à vouloir le détruire. Totalement absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est le paradoxe insensé au cœur du film dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Un chef-d'œuvre qui explore la frontière fragile entre le devoir, l'orgueil et la pure folie. Sorti en 1957, le film de David Lean, récompensé par 7 Oscars, est bien plus qu'un simple film de guerre. C'est une plongée vertigineuse dans l'âme humaine face à des conditions extrêmes. Oubliez les histoires simplistes de gentils contre méchants. Lean nous jette dans une zone grise où gagner ou perdre ne veut plus rien dire. Au-delà du grand spectacle, le film pose une question qui nous hante encore. Jusqu'où peut-on aller pour laisser sa marque sur le monde, même si cette marque sert à l'ennemi? Ensemble, décryptons la quête tragique du colonel Nicholson, cet homme qui, pour simplement exister, a bâti une merveille pour son bourreau. You see, the code specifically states that the L'histoire nous propulse en 1943, dans la chaleur humide d'un camp de prisonniers de guerre japonais en Birmanie, tout comme le film de la décennie précédente d'ailleurs. C'est presque une continuité de Objectif Burma de Raoul Walsh. Je vous invite d'ailleurs à voir cette rétrospective naturellement. Le décor est planté, la maladie, la brutalité et la construction d'un chemin de fer vital pour l'effort de guerre japonais. Dès le début, le vrai conflit n'est pas entre les Alliés et les Japonais, mais entre deux hommes, deux visions de l'honneur. Le colonel Nicholson, incarné par Alec Guinness, impérial, et le colonel Saito, joué par le charismatique Sessu Hayakawa. Je vais y arriver. Le premier face-à-face est une pure bataille de volonté. Saito, sous pression pour construire un pont de chemin de fer presque stratégique, veut forcer tous les prisonniers au travail manuel, officiers compris. C'est pour lui une question de rapidité, mais aussi, nous le verrons plus tard, une question d'honneur. Mais Nicholson, inflexible, refuse. Il ne se bat pas pour son petit confort, mais pour un principe gravé dans le marbre, les conventions de Genève. Sa devise, sans loi, pas de civilisation. there is no civilization. Here, there is no civilization. Then we have the opportunity to introduce it. C'est le mantra d'un homme qui se cramponne à l'ordre, alors que le monde a sombré dans le chaos. Nicholson endure la torture, enfermé dans une cage de métal sous le soleil de plomb. Il ne plie pas. Son stoïcisme est une arme. Il ne montre ni faiblesse ni haine. Il oppose la force du droit à la force brute. Il a réussi. Et contre toute attente, c'est Saito qui craque, obligé de céder pour que le pont avance. Il finit par respecter les règles, Nicholson a gagné. Mais cette victoire est le premier pas vers sa plus grande défaite. Cette première partie est essentielle. Elle installe la domination psychologique du prisonnier sur son joaillier. Nicholson n'est plus une victime, il est devenu le maître du jeu. Le problème, c'est qu'il va bientôt changer les règles lui-même et retourner la situation d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tout cela est perceptible dans la scène où l'état-major des prisonniers britanniques organise et mène une réunion de chantier
où les Japonais ne sont plus que des marionnettes. Une fois libéré, Nicholson voit l'étendue du désastre. Le chantier du pont est un chaos. Le moral de ses hommes est au plus bas. Son obsession pour la discipline et l'excellence à la britannique va alors prendre une tournure complètement folle. Puisqu'un pont doit être construit, il ne sera pas fait à la va-vite. Il sera un exemple d'ingénierie. Il sera un pont britannique. Et c'est là que le film nous emporte dans une ironie absolument tragique. L'officier qui aurait dû tout faire pour saboter l'effort de guerre ennemi devient le chef de projet le plus passionné qui soit. Le devoir de résister est balayé par un nouveau devoir, celui de l'excellence. Pour Nicholson, ce pont n'est plus un projet japonais, c'est un monument à la gloire de l'ingénierie britannique. C'est sa façon de prouver à ses geôliers, et surtout à lui-même d'ailleurs, que même les prisonniers, ses hommes et lui restent supérieurs. Is this your soldier's code? Murdering unarmed men. David Lean filme cette transformation avec une force incroyable. La construction devient une véritable épopée, un ballet d'hommes organisés qui retrouvent un but. Les scènes où Nicholson, plan à la main, supervise fièrement le chantier sont à la fois magnifiques et profondément dérangeantes. Il redonne à ses hommes une fierté, mais une fierté un peu pervertie. Et je prononce aussi une amnistie générale. Vous et vos officiers pouvez retourner dans vos quartiers. La mélodie sifflée du colonel Bogey March, qui rythme leur marche vers le chantier, devient l'hymne joyeux et absurde de cette collaboration contre nature. Nicholson en oublie la guerre, il oublie sa condition de prisonnier. Ce pont est devenu son obsession, son héritage. Dans une discussion, il avoue son angoisse d'avoir traversé la vie sans jamais rien construire de concret. Ce pont est sa seule chance de laisser une trace. Il va même jusqu'à se confier à Saito, son ennemi, dans un moment où les deux hommes, liés par cette folie créatrice, ressemblent presque à des partenaires. Le prisonnier a trouvé son salut en servant son ennemi. Pendant que Nicholson bâtit son monument à l'absurdité, une autre mission se prépare, avec une logique exactement inverse, la destruction. Un commando allié mené par le Major Warden, interprété par Jack Hawkins, et le commandant américain Shears s'enfoncent dans la jungle. Leur but, faire sauter le pont. Shears, joué par un William Holden, cynique à souhait, séduisant et altruiste, à l'opposé parfait de Nicholson. It's just a game, this war. Pour lui, l'honneur, les conventions, l'héritage, il s'en fiche royalement. Son seul objectif, c'est de survivre. Forcé de participer à cette mission suicide, il incarne l'autre visage de la guerre, celui où le pragmatisme brutal est la seule chose qui compte. We go on together. Blu-ray features David Lean met génialement en parallèle ces deux logiques. D'un côté, une énergie folle pour construire, de l'autre, une énergie tout aussi folle pour détruire. Qui a raison? Lequel des deux est le plus sain d'esprit? Le film nous montre qu'en réalité, ce sont les deux faces de la même folie. La folie de la guerre, cette machine qui pousse les hommes à des obsessions irrationnelles. Et nous, dans tout ça, nous, le spectateur, eh bien, on est pris en étau. On ne peut pas s'empêcher d'admirer la prouesse technique que représente ce pont, tout en sachant qu'il est une cible. On soutient la mission du commando, tout en sentant l'absurdité de vouloir anéantir une telle création. C'est ce qui rend le film si puissant. Il n'y a pas de bonne raison, juste des hommes broyés par des logiques qui les dépassent. Nous voilà à la scène finale, un moment d'ontologie du cinéma. Le pont est fini, c'est une œuvre magnifique, le symbole de la fierté retrouvée de Nicholson. Il y a même une plaque. Ce pont a été conçu et construit par les soldats de l'armée britannique. Pour l'inauguration, alors que le premier train japonais approche, Nicholson, rayonnant, inspecte une dernière fois son chef-d'œuvre. C'est là qu'il remarque les fils du détonateur posé par le commando. Sa première réaction n'est pas celle d'un soldat allié, c'est celle d'un créateur qui voit son œuvre menacée. Il ne voit pas des saboteurs, il voit des vandales. Et là, je m'arrête, je n'irai pas plus avant dans la description de cette ultime scène.
Sait-on jamais, peut-être que certains d'entre vous vont découvrir cette rétrospective, peut-être qu'ils n'ont jamais vu ce film. Alors, je laisse ici le récit de la fin de ce film, pas plus de spoilers. Ce que je veux dire néanmoins, c'est que l'univers de Nicholson, fait de règles et d'honneur, implose en un instant de lucidité terrifiante. Madness, madness, madness. Au final, le pont de la rivière Kwai est bien plus qu'une histoire de guerre, c'est une fable universelle sur cette quête désespérée de l'homme pour donner un sens à sa vie. À travers le personnage tragique du colonel Nicholson, le film nous montre comment l'orgueil et le besoin de laisser un héritage peuvent nous aveugler au point de trahir nos propres idéaux. Ce pont, à la fois merveille d'ingénierie et monument de folie, restera à jamais le symbole de l'absurdité de la guerre, où la création et la destruction tournent en boucle à l'infini. Des décennies plus tard, l'œuvre de David Lean continue de nous interroger sur la grandeur et la misère de la nature humaine. Bip bip, Velocius volatilus. Coyote, Caninus stupidus. Attention, le ministère de la Santé signale que la chasse au bip bip nuit gravement à la santé. Ce n'est pas bien de se moquer du ministère de la Santé. Je voulais terminer cette rétrospective un petit peu différemment de d'habitude, avec quelques faits relatifs à ce monument du cinéma, en signalant que le film, déjà, est tiré du roman de Pierre Boulle, auteur également du roman de La planète des singes, et que pour ce film, il a remporté l'Oscar du meilleur scénario. Pourquoi? Eh bien, à l'époque, les vrais auteurs du script, Carl Foreman et Michael Wilson, étaient sur la liste noire d'Hollywood, accusés de sympathie communiste pendant le macartisme. Ils ont donc été non crédités officiellement. Résultat paradoxal, l'Oscar donc du meilleur scénario a été attribué à Pierre Boulle, l'auteur du roman, alors qu'il ne parlait même pas anglais et qu'il n'a pas écrit le script du film. Ce n'est qu'en 1984 que l'Académie a corrigé l'injustice en rendant officiellement l'Oscar à Foreman et à Wilson à titre posthume. Si vous voulez en savoir plus sur le macartisme, sur la liste noire, eh bien, je peux créer une rétrospective sur ce sujet. À vous de me dire dans vos commentaires si ça pourrait vous intéresser. Pour le rôle du colonel Nicholson, David Lean veut Alec Guinness. Problème, l'acteur refuse net. Il trouve le personnage trop à cheval sur les principes et le livre carrément anti-britannique. La production contacte alors les plus grands, Laurence Olivier, Charles Laughton, James Mason. Tous disent non. Il faudra toute la force de persuasion du producteur pour que Guinness accepte finalement ce rôle qui, ironiquement, lui, rapportera un Oscar. Pour jouer le soldat américain Shears, William Holden est choisi et il négocie un contrat en or massif, un salaire énorme et 10% des recettes brutes du film. Le tournage de novembre 1956 à mai 1957 fut une épreuve à l'image du film, titanesque et dangereuse. Pour recréer la jungle birmane, l'équipe s'installe à Ceylan, l'actuel Sri Lanka. C'est là que le cœur du film prend vie. Un pont en bois de 130 mètres de long et de 28 mètres de haut est érigé pour la somme folle de 250 000 $ de l'époque. Un véritable exploit qui a pris 8 mois. Attention, spoiler sur un aspect du film. Revenez dans 1 minute si vous voulez connaître la suite. Le point d'orgue donc. Et là, ceux qui ne veulent pas connaître le spoiler, hop hop hop, allez faire autre chose, allez boire un café. Le point d'orgue de cette folie donc, c'est bien sûr la destruction du pont.
Pas le droit à l'erreur, une seule prise est possible. 5 caméras sont prêtes à immortaliser l'instant. Le train offert par les chemins de fer locaux s'élance. La tension est palpable. Et la catastrophe. L'opérateur chargé de tout faire péter ne reçoit pas le signal. Le train traverse le pont et reste intact. Panique sur le plateau. Il faudra une nuit entière pour ramener la locomotive à son point de départ et tout repréparer pour une seconde tentative. Cette fois, c'est la bonne. Le résultat est l'une des scènes les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma, la destruction réelle sans trucage qui lance le film dans une réalité assourdissante. Point de CGI, point d'IA, point de fond vert, juste de la maîtrise et la folie d'un homme qui veut que ce soit réel à l'écran. The bridge on the River Kwai. Voilà, vous pouvez revenir pour ceux qui nous ont quittés pour le spoiler. À sa sortie en 1957, le film est un triomphe absolu. Il rafle 7 Oscars, dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Alec Guinness. Mais une voix s'élève contre ce succès, celle des vrais survivants des camps. Ils sont choqués par la vision romancée du film. Dans la réalité, le colonel qui a inspiré le personnage de Nicholson a tout fait pour saboter les travaux. Et le pont n'a pas été détruit par un commando, mais par un bombardement allié. Le film prend de grandes libertés avec l'histoire, transformant une tragédie en une fable sur l'orgueil et la folie, résumée par ce mot qui résonne encore, madness, madness. Je vous l'avais bien dit plus tôt. Quant à David Lean, première fois que je mentionne ce réalisateur sur cette chaîne, grand réalisateur. Je trouve qu'il nous offre un film d'une puissance tranquille. Sa caméra, malgré la jungle, reste complètement fluide. C'est un cinéma qui ne passe pas en force, qui sait nous faire tomber amoureux de son récit, de sa dramaturgie, de ses paysages et de ses personnages. David Lean, né en 1908 et décédé en 1991, est l'un des plus grands réalisateurs britanniques du cinéma classique. Il débute sa carrière comme monteur, ce qui explique la précision et le sens du rythme de ses films. Dans les années 40, il se fait remarquer avec des adaptations littéraires raffinées, notamment Brève rencontre en 1945 et Les Grandes Espérances en 1946, d'après Dickens. À partir des années 50-60, Lean devient le maître du film épique spectaculaire, alliant psychologie et grandeur visuelle. Il connaît un immense succès donc avec Le Pont de la rivière Kwai en 1957, puis il va signer encore 2 monuments du cinéma. Laurence d'Arabie en 62, magnifique, et Le Docteur Zhivago en 1965. Ses œuvres se distinguent par leurs paysages grandioses, leurs personnages complexes et une mise en scène élégante. Je voudrais mentionner aussi un film avec Robert Mitchum, grandiose, dans l'un de ses plus grands rôles, La fille de Ryan, 1970. Et puis ensuite, son dernier grand film, ce sera La route des Indes en 1984. Lean a remporté 2 Oscars du meilleur réalisateur et reste une référence pour son sens du spectacle et de l'émotion humaine. Voilà encore, le mot est lâché, l'émotion qu'il arrive à nous transmettre à travers ses films. Et vous, que pensez-vous de l'attitude du colonel Nicholson? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un traître? Ou simplement un homme brisé par la guerre, brisé par des années d'une carrière militaire de plus de 27 ans? Il le dit dans le film d'ailleurs, et il veut juste laisser son empreinte. Ou alors, est-ce que c'est simplement son ego? Voilà, dites-moi tout ça dans vos commentaires, je suis impatient de vous lire. Ensuite, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier grand film, le meilleur film de guerre, et ce sera pour les années 60, vous le savez, La Grande Évasion avec Steve McQueen. Voilà. Sur ce, écoutez, laissez-moi une petite trace de votre passage sur la chaîne en mettant un like, en postant un commentaire et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne toile. Ciao, ciao. What have I done?
Sensu. Alors, Yakam, Ayakawa. Et le colonel Saito, joué par le charismatique Seizu Ayakawa. Oh la putain. Et le colonel Saito. Ah. Problème, l'acteur refuse. Et il voit dans ce pont